Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. En ce jeudi 14 août, on va faire le point sur cette nuit qui a vu ce cessez-le-feu de 72 heures prendre fin. 8 roquettes ont été tirées vers Israël depuis la bande de Gaza et un cessez-le-feu supplémentaire de 5 jours a donc été demandé par l'Égypte. Jacques Méria, bonjour. Cyril Amar, bonjour. Vous êtes avec moi sur ce plateau pour nous aider à décrypter cette situation et puis ce malaise aussi côté israélien. Le flou le plus total semblait régner encore hier soir pour les ministres du cabinet quant à l'avancée des négociations. On va en parler avec vous deux dans quelques instants, mais tout de suite, permettez-moi de faire le point sur les infos de la nuit. Un rapide rappel des titres. Prolongation de la trêve de 120 heures, soit 5 jours, une décision que les ministres israéliens ont manifestement apprise par la presse. On en reparlera dans quelques instants. Dans le même temps, violation de la trêve hier soir quand les tirs ont repris sur le site d'Israël. 2 heures avant la fin du cessez-le-feu, en réponse, Tsahal a frappé plusieurs cibles à Gaza cette nuit. Les tirs du Hamas qui se sont également poursuivis en début de nuit sur Sha'ar HaNegev et les localités jouxtant la bande de Gaza. Et cette question, Jacques Méria, vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Est-ce qu'il y a une avancée dans les accords ou est-ce qu'on peut seulement parler de pression internationale pour une avancée dans les négociations? Écoutez, comme j'ai fait partie de beaucoup de négociations, je peux vous dire très, très clairement que le papier supporte toutes les phrases et toutes les imaginations. Donc sur un bout de papier, on peut mettre la position des deux côtés et naturellement, ça sera un grand progrès. Et ça sera toujours les 10 derniers mètres qui feront échouer ces négociations. Là où les vraies questions dures sont laissées pour la fin, les questions faciles sont négociables dès le début. Et puis quand on arrive finalement au nœud du problème, c'est là où on échoue généralement. Et c'est là où il y a les grands problèmes. Justement, on parle même de ces dissensions, de ces gros problèmes qui seraient laissés même à une étape ultérieure, qui seraient négociés plus tard et à l'avenir. Mais ce n'est pas dans l'avantage du Hamas. Hamas ne voudrait pas ça. Hamas voudrait résoudre les grands problèmes aujourd'hui. Et donc c'est pour cela qu'il conditionne la continuation du cessez-le-feu par une avancée très, je dirais, très rapide et très palpable sur les sujets à cœur qui l'intéressent. Alors les sujets qui lui tiennent à cœur, on le sait bien, c'est bien évidemment le port aérien et maritime. En une phrase, c'est la levée du siège sur la bande de Gaza. Cyril, on va revenir sur un point qui a fait mouche hier dans les médias israéliens. C'est le fait que les ministres du cabinet ont tenté de de communiquer avec Benjamin Netanyahou, qui est resté très silencieux. Ils n'ont pas réussi à parler avec lui de l'avancée de ces négociations. Oui, on voit bien qu'il y a une confusion au sein de l'establishment politique israélien. D'abord avec cette réunion du cabinet qui a été annulée in extremis avant-hier. On a compris que Netanyahou essayait d'adoucir, d'assouplir les positions des membres du cabinet de sécurité en vue justement d'entériner ce cessez-le-feu. Il a tenu des consultations personnelles avec chacun des membres, des ministres du cabinet de sécurité, les ministres de droite, les plus récalcitrants peut-être à un cessez-le-feu, mais également avec les ministres centristes. Et hier, cette sortie du ministre centriste Yair Lapid compensait pendant toute l'opération très proche des thèses de Benjamin Netanyahou, qui avait apporté son soutien, un soutien indéfectible à Benjamin Netanyahou, qui dit hier ne pensez pas que mon vote est automatique. On avait le sentiment qu'il faisait partie des plus modérés. Oui, on avait le sentiment qu'il était tout simplement en adéquation avec la politique du triumvirat, à savoir Benjamin Netanyahou, Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, et Benny Gantz, le chef d'état-major, donc une attitude assez loyale. Et hier, parce qu'il sent bien hier Lapid, il est à l'écoute des Israéliens, il sent bien qu'il y a une gronde de plus en plus bruyante, notamment des habitants du sud d'Israël, et qui dit mon vote n'est pas automatique. Tout arrangement avec le Hamas doit assurer une sécurité durable pour les habitants du sud d'Israël, faute de quoi je ne voterai pas au sein du cabinet de sécurité pour cet arrangement. Reparlons de ce vote. Les négociations se tiennent en ce moment au Caire. Une fois un accord et un arrangement trouvé entre Hamas et Israël par le biais de l'Égypte, il sera soumis au cabinet de sécurité, ce qui ne veut pas forcément dire que Benjamin Netanyahou suivra la décision du cabinet. Non, Benjamin Netanyahou, pendant toute l'opération bordure protectrice, qui a duré un certain nombre de jours, a toujours mis un point d'honneur à soumettre à son cabinet les décisions et à entériner ces décisions à l'unanimité de son cabinet, des membres de son cabinet. Or, ce n'est pas contraignant pour Benjamin Netanyahou. S'il n'avait pas la majorité au cabinet, il pourrait néanmoins entériner en dernier recours. C'est lui qui décide au sein du cabinet de sécurité, non pas
la majorité requise, on n'est pas la Knesset. Plus se profiler avec cette Écoutez, je crois que on est vraiment, on se dirige vers un match nul, puisqu'on voit qu'il y a parmi les 6 membres du cabinet 3 ministres qui sont catégoriquement opposés à un arrangement avec le Hamas à ce stade, à savoir le ministre Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie Naftali Bennett, et le ministre de la Sécurité intérieure, Israël Aronovitch. Celui qui pourrait peut-être faire pencher la balance, c'est le ministre du Likoud, Gilad Erdan, qu'on sait très à droite. C'est un jeune loup du Likoud qui est très virulent dans ses critiques à l'égard de ce cessez-le-feu, mais qui pourrait quand même, au dernier moment, rester loyal vis-à-vis de son Premier ministre, avec qui il partage la même famille politique. Alors, Jacques, on va revenir sur les éléments de cet accord, et entre autres, cette partie importante, cette responsabilité importante qui incomberait à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne. On a posé la question plusieurs fois sur ce plateau, est-ce que Mahmoud Abbas en a ou pas les épaules? Mais concrètement, comment ça va s'organiser? Quelles vont être les responsabilités données à l'autorité palestinienne? Alors, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'autorité palestinienne aujourd'hui a plus ou moins 7 bataillons de combat. Enfin, alors, 7 bataillons, ça veut dire environ 3000 hommes qui sont dédiés à la sécurité dans les grandes villes palestiniennes. Donc, il faudrait que les Égyptiens demandent au moins 1000 hommes pour surveiller la frontière entre Gaza et l'Égypte, ça c'est d'un, et deux, pour aussi servir de personnel au poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. De plus, on parle d'étendre, je dirais, cette présence de l'autorité palestinienne non seulement à Rafah, mais le long des frontières avec Israël, jusqu'au nord, donc du nord jusqu'au sud, avec une certaine zone de sécurité qui serait patrouillée par les éléments de l'autorité palestinienne, ce qui veut dire qu'il faudra que l'autorité palestinienne recrute de nouvelles recrues pour remplacer celles qu'elle prendrait en Cisjordanie. Donc, elle prendra 2-3 bataillons de Cisjordanie pour les mettre dans la bande de Gaza. Ça sera donc de plus, comme c'est une garde prétorienne, donc elle pourra compter dessus beaucoup plus que prendre des éléments de la bande de Gaza qui pourraient être, plutôt des gens du Hamas déguisés ou pas déguisés. Ça n'a pas d'importance. Donc le plus important, c'est d'amener des troupes, de Cisjordanie. Et là-bas, en Cisjordanie, on fera de nouvelles recrues qui seront entraînées pour garder, la sécurité et dans la région de Alors, est-ce qu'elles sont fiables, ces unités? Parce qu'on sait qu'en Cisjordanie, ça a plutôt bien marché avec cette coopération israélo-palestinienne. La fiabilité, moi, je ne me fie qu'à Tsahal. Donc, je dirais, même les forces internationales, généralement, sont des forces qui servent uniquement de parade, de façade, tout ça. On a vu ça en 67. On a vu ça en 67 à Sharm el-Sheikh. On a vu ça au Liban. On a vu comment Hezbollah se moque de la présence de la FINUL et fait ce qu'il veut dans la région. On voit sur le Golan comment les rebelles et les forces syriennes passent outre des forces internationales qui sont là-bas, UNDOF, tout ça. Donc, je dirais, se fier à ça, il faudrait tout simplement se fier plutôt sur la dissuasion de Tsahal et sur le fait que tant que Tsahal tient les frontières et maintient une dissuasion face au Hamas, les choses vont tenir. On a déjà vu ça dans le passé en 2007, quand Hamas a fait ce coup d'État, une espèce de coup d'État, une rébellion armée pour prendre la bande de Gaza. Tout le monde a pris la fuite. Les premiers à déguerpir, c'était les observateurs internationaux, puis ensuite, les gens du Fatah ont été arrêtés et tués par dizaines. Alors justement, ces mêmes unités du Fatah, elles ont plus de force qu'en 2007, elles sont mieux entraînées qu'en 2007. Tout à fait. Alors, quand même, 7 ans sont passés, il y a eu un peu plus d'expérience là-dessus, on sait comment plus ou moins se tenir face au Hamas, on a une certaine parade, une certaine façon de traiter les choses, et surtout, je dirais, il faudra compter sur une coopération étroite entre l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne. Et compter sur un Hamas affaibli aussi, tant que le Hamas qui aura moins d'intérêt à renouveler le combat. Je prends pour une donnée que le Hamas ne changera pas, le Hamas continuera, je dirais, par sa raison d'être, à vouloir combattre, à vouloir ce qu'il appelle lui-même une résistance armée. Donc, je dirais, c'est des actes de terrorisme contre nous. Mais donc, à part ça, il faudra tout le temps, je dirais,
par l'intermédiaire des services de renseignement palestiniens et israéliens, contrer, je dirais, l'importance et essayer de trouver quelles sont les failles chez Hamas. Alors, actuel, il est évident que la communauté internationale, Israël et les Égyptiens, souhaiteraient voir l'autorité palestinienne réinvestir la bande de Gaza. Ce n'est pas le cas. Le Hamas n'a pas du tout l'intention de renoncer à son pouvoir. Il sort renforcé, je crois, politiquement de cet actuel round de confrontation au sein de la bande de Gaza. Jacques Nérial a dit, en 2007, l'autorité palestinienne a été renvoyée manu militari de la bande de Gaza. On voit mal comment, aujourd'hui, le Fatah pourrait s'imposer de nouveau dans la bande de Gaza. Le compromis que le Hamas est prêt à faire, c'est effectivement de permettre à l'autorité palestinienne d'assurer les points de passage frontaliers. Ce qui va donner peut-être un peu plus de force à cette autorité palestinienne aujourd'hui, en 2014, c'est les garanties égyptiennes et les garanties éventuellement de la communauté internationale pour justement investir cette autorité palestinienne d'une force internationale, non pas militaire, mais diplomatique ou politique, qui va faire en sorte que l'autorité palestinienne va effectivement pouvoir assurer la sécurité au point de passage. Je vous rappelle que selon les accords d'Oslo, nous avions des patrouilles conjointes avec les Palestiniens. Alors, ce qui s'est passé au premier problème, les Palestiniens ont tiré sur les Israéliens. Donc, je dirais, se fier à ce genre d'arrangement est très problématique du point de vue israélien. Donc, je dirais, tous les arrangements devront être des arrangements sécuritaires basés sur la capacité de Tzal de réagir immédiatement. Cette force de dissuasion dont vous parliez et que Cyril a repris, cette force de dissuasion de Tzal, est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce Vous voyez que ce qui s'est passé hier soir. Regardez ce violence... qui s'est passé hier soir. Hamas a essayé de nous signaler qu'il était encore vivant, donc il a envoyé ces roquettes-là quelques minutes avant le cessez-le-feu. Et puis, avec la réaction de Tzal, il a très bien compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, je dirais, il est certain aussi que celui qui pèse aujourd'hui sur toutes les décisions et celui qui je dirais, c'est la source de toutes les décisions, c'est Mohamed Def. Donc, on voit bien par la manière dont les porte-paroles du Hamas et les hommes politiques du Hamas parlent aux médias, qui sont tout à fait, je dirais, dans une position qui n'est pas confortable. Il ne sait pas quoi dire exactement parce que lui a tout simplement dit très clairement, vous ne prenez aucune décision sans vous référer à moi. Ça, c'est d'un. Et si jamais il n'y a pas de communication entre nous, tout simplement, vous verrez Al-Aqsa, la chaîne TV, et là-bas, vous recevrez vos instructions. Donc, il y a une certaine, je dirais, une retenue très claire, parce que les dégâts sont énormes. Donc, je dirais, les politiques sont en train de peser sur le militaire et vice-versa. Et il y a, je dirais, une vraie bataille qui se déchaîne entre les deux parties. Alors, match nul peut-être, à la faveur politique en tout cas du Hamas. Pour l'instant, ce qui permet naturellement la continuation du cessez-le-feu, l'acceptation de ce cessez-le-feu qui, pour Hamas, était un anathème. Merci Jacques. Je vous propose justement de se rendre à la frontière avec la bande de Gaza. On y rejoint Mathias Inbar, notre envoyé sur place. Mathias, bonjour. Comment se réveille le pourtour de la bande de Gaza ce matin après une nuit, il faut le dire, qui a revu un nouveau cycle de violence se perpétrer? Pour répondre à votre question, Nathalie, bonjour. Je viens de discuter avec Chaim Yalin, le chef du conseil régional d'Eshkol, l'une des régions qui a reçu le plus de missiles. Et la phrase qui ressort ce matin, c'est la gueule de bois. Il se réveille avec la gueule de bois, avec mal à la tête, avec le sentiment de ne pas être écouté. Lorsque je lui ai posé la question de savoir s'il allait effectivement avoir une manifestation à Tel Aviv ce soir pour poser la question au gouvernement israélien de savoir est-ce qu'ils vont être enfin écoutés, est-ce qu'ils vont être enfin protégés et vivre en toute sécurité, il m'a dit, bien évidemment, il y aura une manifestation monstre parce que le gouvernement ne nous dit rien et nous avons des messages selon lesquels nous pouvons vivre en sécurité. Ce n'est pas le cas. Voilà un petit peu le sentiment des habitants, en tout cas en ce qui concerne les habitants du côté des militaires. C'est différent parce que vous voyez sans doute derrière moi ces blindés qui sont toujours postés en position de défense. Aux abords de la bande de Gaza, une distance de 3 km, une distance de tir donc de la bande de Gaza. Merci Mathias, on reviendra vers vous tout au long de cette édition pour faire le point sur la situation. Merci à vous. On va passer à présent à la revue de presse du Moyen-Orient. Ce que dit ce matin la presse israélienne, la presse palestinienne également. Cette nouvelle trêve arrachée in extremis, 5 jours supplémentaires.
alors que le Hamas, 2 heures avant la fin de la trêve de 72 heures, on ne sait plus trop de quelle trêve on parle, mais en tout cas, cette première trêve de 72 heures qui devait se terminer à minuit, eh bien, elle a été rompue par le Hamas avec 8 roquettes envoyées sur le sud d'Israël. Eh ouais, c'est reparti pour 5 jours de trêve. Voilà le titre qu'ont choisi ce matin nos confrères du quotidien gratuit Israël Hayom. Le Hamas tire avant d'accepter une nouvelle trêve. C'est la manchette du quotidien à grand tirage, Yediot Ahronot, qui annonce au passage qu'Israël a lancé des raids aériens sur la bande de Gaza en riposte évidemment aux roquettes du Hamas. Alors que prévoit cette feuille de route égyptienne pour un cessez-le-feu durable? Eh bien c'est ce que nous propose de découvrir ce matin, tableau à la pluie, le tabloïd israélien Yediot Ahronot, une trêve en 2 temps si vous préférez. Dans un premier temps, Israël consentirait un assouplissement partiel du blocus qui prévoit notamment la réouverture des points de passage frontaliers, la réduction de la zone tampon le long de la frontière ainsi que la reprise des exportations des biens de la bande de Gaza vers la Cisjordanie. Second temps, dans un mois environ, Israël et Hamas seront invités au Caire pour discuter des points de blocage comme la démilitarisation de la bande de Gaza ou encore la construction d'un port maritime et d'un aéroport dans l'enclave côtière palestinienne. Alors, qu'adviendra-t-il au terme de ces 120 heures d'accalmie, s'interroge ce matin Tzvi Barel dans les colonnes du Haaretz. Eh bien, toutes les options sont, non pas ouvertes, mais fermées. Pour les spécialistes du monde arabe, au moins 2 scénarios sont envisageables. La reprise des hostilités ou encore un cessez-le-feu sans accord entre les parties, une espèce de statu quo entre Israël et le Hamas. Personne ne tire, mais sans accord toutefois. Alors, que faut-il faire pour sortir de l'impasse? Eh bien, il faut donner à Israël une trêve de 10 ans. Voilà ce que suggère ce matin l'éditorialiste palestinien Fayez Abou Shamala aux négociateurs du Hamas, un arrêt des hostilités pendant 1 décennie, en contrepartie de quoi le Hamas exigerait la construction d'un port sur la Méditerranée dans la bande de Gaza. Jacques Neria, c'est envisageable ça, une trêve de 10 ans donnée à Israël? Écoutez, les trêves, pareil, ont été, je dirais, ont été acceptées à l'époque, je dirais, je reviens du temps de l'Empire islamique à l'époque, et surtout, je dirais, de la présence des croisés. Nous sommes les croisés, le nouveau croisé du Moyen-Orient, selon naturellement la terminologie islamique. Donc les trêves ont existé. Même Salah ad-Din à l'époque avait des trêves de 5 ans, de 10 ans. Ce n'est pas quelque chose d'inimaginable. C'est possible. Dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, ça ne veut pas dire qu'il y aura naturellement une acceptation de notre présence sur le terrain. C'est tout simplement, les faits sont là. Il y a une présence israélienne qui est impossible à surmonter. Donc, pour l'instant... Ce serait reculer pour mieux sauter. Tout à fait. D'ailleurs, le mot arabe tahadi reflète davantage une trêve qu'un cessez-le-feu. C'est une trêve, il y a un élément une notion de provisoire dans cette terminologie. Alors justement, provisoire, on va en parler puisque ces trêves à répétition, finalement, on le disait il y a quelques instants, ne sont pas forcément du goût des commentateurs israéliens. Eh oui, c'est certainement, vous allez voir, Alex Fishman, l'expert militaire du Yediot Ahronot, qui a les mots les plus durs ce matin pour fustiger la mollesse, je cite, de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement. Le Premier ministre nous avait promis une sécurité durable. Mais ce qui dure pour l'instant, ce sont ces interminables discussions au Caire, écrit Fishman, tendues, presque à genoux. C'est tout un pays qui attend qu'une organisation terroriste daigne vouloir accepter une nouvelle trêve. Alors comment est-il possible que notre gouvernement, si mou et si confus, se laisse ainsi dicter le tempo par le Hamas? Voilà comment Alex Fishman fustige, vilipende ce matin le gouvernement Netanyahou. 0 pointé, Jacques Neria, pour Benyamin Netanyahou. Il exagère un peu. Je dirais que le Hamas comprend très bien qu'il n'est pas dans le camp des vainqueurs. Naturellement, de notre côté, nous n'avons pas encore, ce n'est pas la reddition à la MacArthur, comme je dis toujours, ce n'est pas le drapeau blanc levé, ce n'est pas, je dirais, il n'y a pas ici de cassure de l'ossature dorsale du Hamas, mais quand même, il y a des dégâts énormes pour les forces du Hamas. Il y a 2 bataillons entiers qui ont été anéantis, donc il y a sur les 5, sur les 3 brigades, sur 9 bataillons, il y a 2 qui ont été complètement anéantis, ce qui est énorme pour le Hamas. Leur infrastructure sur le terrain a aussi été très endommagé, et surtout le fait que le Hamas commence à accepter des conditions politiques qui, il y a quelques jours, étaient impensables. Donc, ce qui veut dire uniquement que le Hamas est en train de se rallier à la majorité palestinienne, à comprendre le contexte régional dans lequel il vit. Et de l'autre côté, il faut aussi faire comprendre à M. Fishman qu'Israël ne vit pas dans un vide. Nous vivons dans une communauté internationale qui commence à peser très lourd sur nous. Et je vous conseille de lire très attentivement les dernières nouvelles comme quoi la Maison-Blanche a empêché la livraison de
de missiles Hellfire aux hélicoptères israéliens. On va en reparler dans quelques instants. Vous parliez de communauté internationale. Il y a aussi cette commission de l'ONU qui enquête sur les potentielles violations d'Israël au cours de cette opération bordure protectrice. Et on en reparle ce matin avec William Schabas qui a défrayé la chronique hier. Oui, un William Schabas qui est fustigé ce matin par le Premier ministre israélien, la colonne du Yediot Ahronot, une commission qui, selon le Premier ministre, n'aurait rien à faire en Israël. Déclarations de Benjamin Netanyahu qui sont donc largement relayées par le journal. Le chef du gouvernement qui a notamment appelé la commission à enquêter d'abord à Damas, à Bagdad et à Tripoli plutôt que dans la bande de Gaza. Du pain béni, donc William Schabas pour les caricaturistes israéliens. Vous allez voir ce dessin de presse d'abord de Guy Morad dans les colonnes du Yediot Ahronot, dans son bureau, installé confortablement avec cette photo souvenir de sa rencontre avec l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et Benjamin Netanyahou, donc le principal recherché pour William Schabas. Moi, anti-israélien, s'exclame William Schabas, qui se défend donc d'avoir des positions anti-israéliennes. Et puis cette caricature enfin de Shlomo Cohen dans les colonnes du Israël Hayom, dans le grand boulevard du Proche-Orient. William Schabas qui n'enquête ni en Syrie, ni en Irak, ni à Homs, ni à Sinjar, mais bel et bien en Israël. Alors pourquoi chez vous, dit William Schabas? Eh bien parce qu'il n'y a que chez vous qu'il y a de la lumière. Voilà donc pour les caricaturistes ce matin. L'électricité chez nous, effectivement. Merci Cyril pour cette revue de la presse. On va revenir sur ce que vous mentionniez, Jacques, il y a quelques instants. Et Obama qui décide de suspendre cet envoi de missiles vers Israël. Ça en dit long sur ce refroidissement des relations entre Israël et les États-Unis. Les relations n'ont jamais été aussi mauvaises entre notre Premier ministre et la Maison-Blanche. Il faut le reconnaître. Alors c'est ça, et vous faites bien de le souligner, entre le Premier ministre et la Maison-Blanche. On a le sentiment que c'est très personnel aussi. C'est très personnel, c'est très personnel. Je dirais le conflit a tourné au pire parce que je dirais une certaine antipathie entre les deux personnes. Ce n'est pas le cas avec le Congrès qui est tout à fait pro-israélien, qui a voté pour la fourniture de matériel militaire américain qui se trouve en territoire israélien, donc sur les dépôts américains en territoire israélien, qui a aussi accordé près de 250 millions de dollars pour le développement de la phase 3 du dôme de fer. Donc tout cela, je dirais, il y a une distinction très forte entre la Maison-Blanche et je dirais le groupe de conseillers autour d'Obama et Netanyahou. Netanyahou, je dirais dans une expression très crue, il ne l'a pas dans le pif. Donc c'est tout simplement ça, c'est ni l'un ni l'autre. Donc à partir de là, nous avons eu des relations pareilles avec les États-Unis. Je vous rappelle, en 81, quand Israël a bombardé aux Irak, en Irak, donc le réacteur nucléaire, nous avons eu un embargo de la part de l'administration Reagan qui était un pro-israélien. Il y a pendant des mois et des mois, on n'a pas reçu de pièces de rechange pour les avions. Et nous avons eu, avec sous Carter, le même problème. Ce n'est pas quelque chose de nouveau où quand l'administration américaine signifie à Israël qu'ils ne sont pas contents. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'Israël devrait s'aligner selon les positions américaines. La preuve est là. Les États-Unis aujourd'hui au Moyen-Orient sont, je dirais, dans une débâcle. La première visite que le président égyptien effectue en dehors de l'Égypte, c'est pour l'Arabie saoudite et en deuxième lieu pour la Russie et non pas pour les États-Unis. Donc regardez où est-ce que nous en sommes. Et finalement, je dirais, ce qui permet de redorer un tout petit peu le blason aux Américains dans la région, c'est le fait d'avoir envoyé une unité de commando pour essayer de sauver ce qui peut être... Cet objectif américain qu'on n'a pas bien compris encore en Irak, ça va aussi mal que ça, Cyril, selon vous, Israël, États-Unis ? Évidemment, il y a une inimitié qu'on ne peut pas cacher entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, elle est claire. On se rappelle du soutien qui avait été attribué à Benjamin Netanyahou au rival de Barack Obama pendant les dernières élections présidentielles aux États-Unis. Benjamin Netanyahou qui avait été accusé de soutenir presque publiquement le rival républicain de Barack Obama. On sait, et cela a été dit par le président américain dans une récente interview à la presse américaine, Barack Obama qui estime que Benjamin Netanyahou ne veut pas vraiment d'un processus de paix,
négocier avec les Palestiniens parce qu'il considère qu'il est trop fort politiquement, qu'il a trop de soutien politique. Donc il y a une réelle, effectivement, inimitié. Le torchon brûle entre Barack Obama, mais ça ne dit rien, à mon avis, sur l'alliance indéfectible entre Israël et les États-Unis. Jacques Neral l'a rappelé, sous les mandats successifs de Barack Obama, l'aide militaire des États-Unis à Israël n'a jamais été aussi grande. Ça, il y a toujours aussi cet aspect officiel et officieux, diplomatique. Exactement. Il y a effectivement une diplomatie publique. Barack Obama reproche clairement à Benyamin Netanyahu de ne pas vraiment vouloir consentir à un compromis avec les Palestiniens. Mais l'aide américaine à Israël durant les mandats de Barack Obama n'a jamais été aussi grande. On se souvient des dernières rallonges demandées par Israël pour le développement justement du dôme de fer qui ont été acceptées. Et donc je ne pense pas, il suffit de lire d'ailleurs la presse arabe pour s'en rendre compte. C'est-à-dire les États-Unis sont les alliés indéfectibles de l'État d'Israël. L'absence complète des États-Unis du round de négociation entre nous et les Palestiniens et les Égyptiens, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ont disparu. Ils ont disparu parce que les Égyptiens ne le voulaient pas et surtout parce que les Américains ont soutenu l'axe Turquie-Qatar qui était impossible pour nous et naturellement pour les Égyptiens. Cyril, une dernière question qu'on a évoquée tout à l'heure avec Jacques. Qu'est-ce qui va advenir de Benyamin Netanyahou après cette opération bordure protectrice? On a vu qu'il a été affaibli, il commençait à être de plus en plus critiqué parmi ses propres rangs et ses propres fidèles même. Ouais, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce que pendant plus de 38 jours d'opération, on a l'impression que Benyamin Netanyahou était perçu dans l'opinion publique israélienne, et tous les sondages le montraient, comme l'adulte, le responsable, le Premier ministre, le chef d'État même, qui mène une opération de manière pondérée, de manière mesurée, avec beaucoup de modération, accompagné de son chef d'état-major et de son ministre de la Défense, avec aucun dysfonctionnement, aucune animosité dans la gestion du conflit. Sa tempérance, elle a été beaucoup louée pendant très cette louée. opération. L'opposition travailliste même a fait corps même avec les thèses du Premier ministre, avec l'attitude du Premier ministre pendant cette opération. Et là, on a quand même l'impression qu'il y a une confusion au sein de l'élite politique israélienne. Il y a cette grogne de plus en plus bruyante des habitants du Sud qui sont d'ailleurs organiquement liés plutôt avec, si on parle des kibboutz et des moshavim, avec la gauche israélienne, et qui va pourtant aller grogner ce soir sur la place Rabin à Tel Aviv. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, que la popularité de Benyamin Netanyahou est peut-être en train d'être mise à mal. On verra quels seront les résultats de ce cessez-le-feu. Mais disons que Benyamin Netanyahou aujourd'hui, tout comme le Hamas d'ailleurs, n'a pas envie de perdre la face. On a l'impression en Israël d'avoir beaucoup sacrifié. On ne veut pas brader les exigences israéliennes. Si ces exigences-là ne sont pas monnayables, s'il n'y a pas de résultats tangibles à cet accord de cessez-le-feu, je crois que Benyamin Netanyahou sera mal en point au sein de sa classe politique. J'ajouterai là-dessus, il y a un matraquage constant de la droite, de l'extrême droite, sur les positions de Netanyahou, disant tout le temps, écoutez, Lieberman et Bennett, qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut détruire le Hamas, il faut arriver jusqu'à la côte et tout ça. Et donc, il y a ici une répercussion, je dirais, de cette droite-là dans la position, je dirais, des kibbutzim et des moshavim du Sud. C'est la première fois en Israël, la première fois depuis 1948 que les habitants des moshavim refusent de revenir dans leurs habitations. En 1948, face à l'armée égyptienne, il y a de Mordechai à résister. Il y a la célèbre jonction qui s'appelle Adalom, jusqu'ici, où les soldats israéliens se sont battus avec leurs dernières cartouches, leurs dernières munitions face à l'armée égyptienne. Et là, les Israéliens, la population civile refusent de revenir. Je dirais c'est un cauchemar pour le gouvernement. Et une perte de confiance de cette population. Vous l'avez très bien dit, c'est une perte de confiance. De la population du Sud à l'égard de l'armée israélienne. On va en reparler dans quelques instants et parler notamment de ces populations du Nord avec le Hezbollah. Elles entendent elles aussi des creusements depuis quelques années maintenant et elles en parlent au gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais on va en reparler dans quelques instants. On marque une courte pause avec un tout nouveau journal à suivre. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Nous a rejoint sur ce plateau Philippe Koskas, avocat. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes toujours avec Jacques Neria. Et Jacques, on va commencer avec vous et on va parler de cette grogne dont parlait Cyril Amar il y a quelques instants, des habitants du sud du pays. Est-ce qu'ils ont raison de se sentir encore aujourd'hui menacés ? Écoutez, le chef d'état-major a eu
une déclaration qui est malheureuse, disant que vous pouvez retourner dans vos villages, dans des frontaliers, dans kibbutzim, dans les moshav, tout ça, il n'y a pas de danger. Alors que finalement, le même jour où ils sont retournés, les tirs ont repris de plus belle. Et naturellement, les gens qui étaient arrivés sur place avec leurs enfants, tout ça, n'avaient même pas 15 secondes pour se cacher donc, face aux obus de mortier, face aux missiles. Ce qui a créé une situation assez bizarre, je dirais, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Israël, il y a une certaine suspicion envers les politiques et envers l'armée, qui va jusqu'à douter de la capacité de l'armée de garder ses frontières dans ces régions-là. Donc la grande dit la chose suivante: tant que nous ne sommes pas sûrs que l'armée pourra nous sécuriser complètement pendant toute la période, et non pas aujourd'hui, mais pour les années à venir, nous n'allons pas revenir à... Et de ce que vous comprenez aujourd'hui, est-ce que le danger est écarté ? Écoutez, en principe, oui. Enfin, comme je l'ai souligné plusieurs fois, je dirais, les grandes artères des tunnels, finalement, n'étaient pas dirigées au sein des kibbutzim, à l'intérieur des kibbutzim, mais surtout, je dirais, contre les postes frontières de l'armée israélienne. On voit bien, sauf naturellement à Nahal Oz, où Nahal Oz est tout à fait sur la frontière, sur la bordure, là, avec la clôture commune avec la bande de Gaza. Dans les autres tunnels, les tunnels aboutissaient, je dirais, derrière des positions militaires israéliennes, donc qui servaient naturellement à surprendre l'armée israélienne, comme c'était dans le cas de Shalit, dans le cas de ce qui s'est passé, des kidnappings et des attaques surprises on a déjà vu dans les dernières opérations. Donc la majorité de ces tunnels-là a été neutralisée. Disons, s'il y en a, il y en a encore très peu. Mais ça ne suffit pas pour assurer les parce que la population voudrait avoir 100% de sécurité. 100% pour l'instant, ce n'est impossible à donner. Alors sans sembler alarmiste, on va parler à présent des autres fronts d'Israël. On parle de la frontière nord avec le Liban, le Hezbollah, et on va parler également de l'État islamique. Mais d'abord, le Hezbollah, il a des tunnels ou pas qui entrent ou pas en territoire israélien. En 2006, déjà, dans la deuxième guerre du Liban, on s'est heurté à ces tunnels-là, à ces labyrinthes creusés par Hezbollah dans la montagne libanaise du sud du Liban. Et il y a eu de grandes batailles qui se sont livrées dans chaque village, parce que chaque village frontalier au Liban, dans la région de la frontière libanaise, était devenu un bastion qui était armé et creusé par Hezbollah. Ce travail de sape a continué depuis 2006. Les labyrinthes ont été perfectionnés. Ce sont des labyrinthes ultra perfectionnés. Comparés à ceux de Gaza, je dirais c'est Manhattan comparé à Delhi. Alors, Philippe Koskas, ce qu'est en train de dire Jacques Neria, finalement, ça s'est passé sous les yeux de la FINUL, la présence internationale des Nations Unies au Liban. Est-ce que Israël a un recours international à ce propos ou pas du tout ? Contre le Hezbollah, il n'en a pas, puisque le Hezbollah est considéré comme une organisation et non pas un État. Mais contre les instances internationales présentes sur place. Peut-être contre le Liban, mais enfin on sait très bien, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, que toutes ces instances internationales sont des dés un peu pipés. On le voit bien, le Hamas a été accueilli en grande pompe l'année dernière à la Commission sur les droits de l'homme de l'ONU. Donc en fait, si vous voulez, tous ces dés sont extrêmement pipés. Il y aurait potentiellement une requête contre le Liban, mais pour l'instant, il n'a pas été fait usage, j'allais dire, de ces tunnels, donc on peut attendre. Hezbollah agit tout à fait contre la déclaration du Conseil de sécurité. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 1517 qui a été adoptée en 2006. Donc, toute activité militaire est interdite. Et le fait est là, Hezbollah est présent, très présent, et il s'est armé jusqu'aux dents avec des labyrinthes qui cachent des dépôts de missiles qui pourraient atteindre toute région d'Israël, et encore des missiles beaucoup plus perfectionnés et plus intelligents que ceux que Hamas. Plus perfectionnés, avec aussi ces tunnels qui ont manifestement été plus compliqué pour le Hezbollah à construire, étant donné la topographie et la géographie sur le terrain. Pour le Hamas, c'était plus facile parce que le terrain est plus facile, c'est un terrain effritable, alors que là-bas, c'est du rocher. Donc, c'est du rocher, il fallait travailler dur. Donc, et je dirais, sous les yeux de la FINUL. Ça s'est passé, la FINUL n'a rien fait, elle ne fera rien parce qu'ils ne veulent pas s'opposer, je dirais, à Hezbollah, ils ne veulent pas une confrontation avec Hezbollah. Voilà, c'est pas parce que c'est difficile qu'ils n'ont pas osé, comme le veut la formule, nouveau front possible, et sur lequel je voudrais qu'on s'attarde à présent, l'État islamique en Syrie, qui pourrait peut-être s'inspirer des techniques du Hamas pour s'infiltrer en Israël aussi, c'est possible? Écoutez, l'État islamique est en train de répéter, l'opération Mossoul. Donc l'opération Mossoul, comme vous le savez, a été d'abord
ils ont commencé par Ramadi au nord de Bagdad, ils ont pris la ville, ils ont vu que l'armée irakienne était incapable de reprendre la ville, ils ont continué plus au nord et ils ont attaqué la principale ville, la deuxième grande ville d'Irak, et en pénétrant et en prenant possession de la ville de Mossoul, finalement, ça a permis à établir un lien territorial entre Ramadi au nord de Bagdad jusqu'à Deir ez-Zor en Syrie, c'est-à-dire une étendue énorme de plusieurs milliers de kilomètres où l'État islamique, enfin, ici, s'est transformé en État islamique et a créé le premier califat. C'est ça, on revient sur ces mots, ces changements d'appellation. L'État islamique, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par hasard que le nom a été changé. Parce que si au début on pensait que c'était limité uniquement à la Syrie et au Levant, donc là maintenant l'État islamique dans son idéologie même pense s'étendre au-delà, je dirais, de ce qu'ils appellent Mawara et Nahr, ce qui est derrière la rivière. Derrière la rivière, c'est jusqu'à Khorasan. On parle donc jusqu'à la région chinoise, donc au sud de la Chine, sud-ouest de la Chine. Donc, Tadjikistan, Ouzbékistan, tout ça, et on le voit déjà dans les combattants qui viennent d'Asie mineure, enfin d'Asie, qui viennent d'Ouzbékistan, qui viennent de Tadjikistan, qui viennent de Chine, qui sont déjà présents en Irak et en Syrie. Et rappelez-vous, selon l'idéologie, la pensée islamique de cet État-là, la dernière bataille que livrera l'islam sera contre Jérusalem, contre la présence sioniste juive, plutôt juive que sioniste. Donc, ce sera la dernière guerre où l'islam finalement triomphera. Et là, naturellement, pour l'islam, ce sera rejoindre un empire qui s'étendra du Maghreb jusqu'en Chine. Est-ce que dans cette menace-là, on peut compter sur ce tampon que pourrait jouer la Jordanie, ce rôle tampon? La Jordanie, je dirais, c'est la prochaine proie. Donc, c'est après le Liban, l'État islamique a essayé de prendre le petit village d'Arsal, qui est insignifiant du point de vue géographique, mais qui est finalement l'entrée nord de la Bekaa. Si jamais il réussissait à prendre ce petit village, il pourrait disloquer le Liban, le couper d'un tiers au nord et finalement isoler les Alaouites de Latakia de la bande de Damas, ce qui serait un triomphe pour l'État islamique. Philippe Koskas, on parle souvent d'Israël comme la sentinelle du monde. Est-ce que vous avez le sentiment que la scène internationale, la communauté internationale a pris l'ampleur de ce danger imminent? Non, je crois absolument pas. Absolument pas. Si on voit les décisions des commissions internationales à l'heure actuelle, bon, qu'on peut dire, une commission internationale, c'est quoi ? C'est en fait, l'ONU est composée de 193 pays. La majorité sont des pays du tiers-monde. La majorité, évidemment, absolue, sont des dictatures. Lorsqu'on voit qu'un pays comme la Chine, comme la Syrie, qui a demandé de faire partie de la Commission des droits de l'homme, comme la Libye, donc évidemment, on sait que, comme je vous l'ai dit, les dés sont pipés. Donc on voit ce qu'on veut bien voir. La Commission des droits de l'homme de l'ONU, depuis qu'elle existe, en 2006, 50% de ses décisions sont contre Israël. 50%. Comme si tous les droits de l'homme dans l'humanité entière se composaient 50% sur les droits de l'homme. Il y a eu plus de 50 décisions contre Israël. Il y en a eu 3 contre la Syrie. 1700 morts, 100 000 morts. 170 000 morts. Excusez-moi. Donc, si vous voulez, il y a un déphasage, mais absolu, entre ce qu'on appelle les autorités internationales et le droit international d'une part, et ce qu'on est en train de voir dans les actualités d'autre part. Il y a cette formule qui revient en Israël et que j'arriverai même pas à traduire, ce shmoum qui avait été repris il y a longtemps, ce manque de confiance. Qui avait dit ça à propos de l'ONU qui ne valait rien. Exactement, ce manque de confiance en l'ONU. À l'époque, c'était déjà l'ONU. Est-ce que concrètement, de quels moyens dispose l'ONU avec ses différentes commissions pour lutter contre, alors le Hamas, on l'a vu d'une part, mais contre ce type d'organisation comme l'État islamique? Mais il ne lutte pas contre le Hamas. La commission sur les droits de l'homme de l'ONU a invité le Hamas en 2012 à faire une conférence. Donc on en est dans une situation où les normes sont bouleversées, les normes sont inversées, l'agresseur devient agressé. Donc à partir du moment où il n'y a plus de crédibilité, si vous voulez, où il y a une distorsion entre la morale d'une part et de ce qui se passe de l'autre côté, il n'y a plus de quoi parler. On le sait dans cette commission qui vient d'être nommée, on en parlera peut-être tout à l'heure, où moi je suis 32 ans avocat.
j'ai pas l'habitude de m'affronter à des juges qui ont déjà des partis pris et qui se sont déjà exprimés en disant que Bibi Netanyahou avait commis des crimes contre l'humanité. Il est déjà jugé avant d'avoir ouvert le dossier. Donc c'est clair qu'il y a au niveau des normes des choses extrêmement graves qui sont en train de se passer. On va parler dans quelques C'est une instants. organisation très grosse, avec beaucoup de graisse, qui reçoit beaucoup d'argent de beaucoup d'États et tout simplement qui sert à payer les salaires, je dirais, de ses employés. Pas plus que ça. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et puis, elle est à la merci des 5 grandes puissances et surtout des États-Unis qui font tordre, je dirais, le Conseil de sécurité quand ils veulent attaquer la Libye. C'est facile d'obtenir une résolution. Quand il faut attaquer le Kosovo, c'est la même chose. Donc, Sarajevo, l'ONU sert de bouclier juridique pour une action qui est généralement une action limitée donnée par des nations. C'est la France qui se bat au Mali, c'est les États-Unis qui envoient maintenant des renforts ou des commandos pour aider les Yazidis. Donc ce sont des unités, et les Russes qui se battent depuis 100 ans contre le terrorisme. Alors on va se rendre à la frontière avec la bande de Gaza. Mathias Inbar, vous trouvez entre Israël et la bande de Gaza. Vous entendez ces discours sur le plateau, sinon alarmistes, tout du moins alarmants en tout cas. Comment ça se passe ce matin à la frontière avec la bande de Gaza? Bien, c'est un calme relatif, Nathalie. J'entendais à l'instant Jacques qui parlait de l'argent des États-Unis, en tout cas l'intervention des États-Unis. Des États-Unis, on en parle ce matin justement, puisqu'il semble, selon le Washington Post, que eh bien, les États-Unis, la Maison-Blanche en tout cas, est arrêtée en convoi d'armes en direction d'Israël, en convoi d'armes qui était destiné aux hélicoptères de combat Apache. Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il y a une vraie relation militaire entre Israël et le Pentagone, en tout cas entre les deux armées. La demande de transfert d'armes a été faite auprès du Pentagone et c'est la Maison-Blanche qui a mis son veto. Donc on voit deux canaux de discussion. Celui militaire est beaucoup plus sain que le diplomatique. En attendant, ici sur le terrain, bien, c'est particulièrement calme. Et il n'y a pas ni de requêtes ni de représailles. Vous le savez depuis ce matin, en tout cas depuis hier, il y a, selon la médiation palestinienne et égyptienne, un cessez-le-feu de 5 jours de prolongé. Merci Mathias, on espère que ce calme continuera, perdurera. En tout cas, un point maintenant sur ces dernières déclarations de Benyamin Netanyahou qui s'est voulu être très virulent. On l'a vu hier lors de ses déclarations à l'encontre de William Chabas, ce commissaire qui a été nommé membre de cette commission d'enquête sur les violations potentielles d'Israël au cours de cette opération. Netanyahou qui déclare qu'Israël ne collaborera pas, ne coopérera pas avec cette commission. Est-ce que, selon vous, c'est une erreur ou est-ce qu'il fait bien? L'erreur, on le saura à la fin. J'allais dire, lorsque le juge Goldstone avait été nommé, on pensait ne pas faire une erreur, de ne pas collaborer. Et il s'est avéré, c'est vrai qu'en Israël, il y en a beaucoup qui ont pensé qu'on avait fait une erreur de ne pas participer à cette commission. Alors justement, ici, on a l'expérience de Goldstone. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, ou est-ce qu'on ne devrait pas, puisque ce n'est pas encore arrêté, en tirer les conclusions et décider de coopérer avec cette commission que l'on sait d'avance partiale? C'est vrai. Ceci dit, le juge Goldstone était différent que le professeur Chabas. Ce n'est pas les mêmes personnalités. Le juge Goldstone d'abord a fait tchouva, j'allais dire, il a fait repentir, il a écrit un article dans le Time après son rapport de commission d'enquête disant que, évidemment, s'il avait su un certain nombre de faits, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Le problème est qu'Israël a voulu jouer le jeu. Il a voulu jouer le jeu. Il y a eu cette décision donc, de la commission des droits de l'homme, ce que Bibi Netanyahou avait dit des droits des terroristes, en fait. C'est Lieberman, je crois, qui avait qualifié cette commission des droits des terroristes. Donc, qui demandait la nomination d'une commission d'enquête. Israël a essayé au moins qu'un certain nombre de juges soient des juges qui puissent être neutres. J'allais dire qu'Israël avait tiré les conclusions, les conclusions du rapport Goldstone. Toute frappe militaire, toute opération militaire était d'abord documentée, d'une part, est également accompagnée par des services juridiques de l'armée. Donc il y a des avocats de partout. Donc on est prêt à se présenter face à un juge à condition que ce juge ait une minimum d'honnêteté et ne se soit pas exprimé tel que Chabas s'est exprimé. Et Israël a essayé. Il a essayé de parler aux États-Unis, aux Européens, pour essayer que la composition
de ce tribunal, c'est pas un tribunal, mais enfin de cette commission, soit une composition qui soit de personnes composée de personnes neutres et non pas de personnes qui se sont exprimées déjà dans le passé de manière extrêmement virulente contre Israël en général, contre Netanyahou, contre Shimon Peres en particulier. Voilà. Et on rappelle en tout cas le rôle consultatif de cette commission. Merci beaucoup Philippe Koskas d'avoir été avec nous ce matin. Jacques Neria, à vous également. On va marquer une courte pause, un nouveau journal pour faire le point sur l'actualité. On revient juste après, à tout de suite. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'i24 News. On est ensemble pour analyser la situation ensemble après ce nouveau cessez-le-feu de 5 jours qui vient d'être annoncé par l'Égypte. L'Égypte, vous savez, qui a pris le rôle d'intermédiaire dans ces négociations entre Israël et le Hamas. Négociations indirectes. Avec moi sur ce plateau, David Harari. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes ingénieur, ancien responsable de l'industrie aéronautique et spatiale israélienne. On vous présente souvent comme le papa des drones en Israël et dans le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Et Cyril Amar, vous nous avez rejoint avec cette séance de rattrapage de la revue de presse du Moyen-Orient. Ce qui fait les gros titres ce matin, tant dans la presse israélienne que palestinienne, c'est cette nouvelle trêve arrachée in extremis après avoir été violée par le Hamas hier, quelques heures avant que la trêve n'expire. Et c'est reparti pour 5 jours de trêve. Voilà donc le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien gratuit proche du pouvoir, Israël Hayom, tandis que le Yediot Ahronot titre en manchette « Le Hamas tire avant d'accepter une nouvelle trêve ». Le journal qui rappelle qu'Israël a lancé des raids aériens sur la bande de Gaza en riposte donc aux roquettes tirées juste avant que n'expire la trêve. Alors que prévoit cette feuille de route égyptienne pour un cessez-le-feu durable ? Eh bien c'est ce que nous propose de découvrir tableau à l'appui, vous allez le voir, le tabloïd israélien Yediot Ahronot, une trêve en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'Israël consentirait un assouplissement partiel du blocus qui prévoit notamment la réouverture des points de passage frontaliers, la réduction de la zone tampon le long de la frontière ainsi que la reprise des exportations des biens gazaouis vers la Cisjordanie. Second temps, il sera effectué dans 1 mois environ. Israël et le Hamas seront donc invités au Caire pour discuter des points de blocage qui achoppent justement dans cette négociation, comme la démilitarisation de la bande de Gaza ou encore la construction d'un pont maritime et d'un aéroport dans l'enclave côtière palestinienne. Alors au terme de ces 120 heures d'accalmie, qu'adviendra-t-il s'interroge ce matin Zvi Barel dans les colonnes du journal de gauche Haaretz. Eh bien toutes les options sont fermées, nous dit le journaliste. Pour le spécialiste du monde arabe, au moins 2 scénarios sont envisageables. Le premier est celui de la reprise des hostilités au terme de ces 5 jours de trêve, ou encore un possible cessez-le-feu, oui, mais sans aucun accord écrit entre les 2 parties. Alors que faut-il faire pour sortir de l'impasse ? Eh bien, selon le docteur palestinien Faiz Abou Chamaleh, qui écrit ce matin dans les colonnes du journal Félestine, un journal du Hamas qui paraît à Gaza, eh bien, il faudrait offrir à Israël une trêve de 10 ans. C'est ce que suggère ce matin l'éditorialiste palestinien. Alors pourquoi un arrêt des hostilités pendant une décennie ? Eh bien pour que le Hamas puisse exiger de son côté la construction d'un port sur la Méditerranée dans la bande de Gaza. Voilà donc une idée peut-être ingénieuse de... David Harari, je vous voyais sourire au cours de cette revue de presse de Cyril. Une réaction aussi peut-être sur cette technologie militaire qui a permis au cours de cette opération aux politiques de se présenter avec plus de modération, et je pense bien sûr à Dôme de Fer. Oui, d'accord. Dôme de Fer fait une partie, parce que c'était vraiment spectaculaire, c'est remarquable, je ne dis pas le contraire. Mais derrière Dôme de Fer, il y a d'autres technologies qui ont été utilisées dans cette campagne, justement pour arriver au résultat que nous connaissons au point de vue militaire. Mais Dôme de Fer a en tout cas donné du temps à l'échelon politique pour réagir avec plus de mesures, ce qui a été pendant un premier temps reconnu à Benjamin Netanyahou. Il est certain que Dôme de Fer a permis justement
pour Israël de traverser cette campagne avec, je ne veux pas utiliser le terme de sérénité, mais enfin avec beaucoup plus de calme et se concentrer justement sur les objectifs. Malgré cela, nous avons eu des victimes. Mais vous pouvez imaginer, nous pouvons tous imaginer que si nous n'avions pas d'homme de fer, qu'est-ce qu'aurait été la réaction? En fait, d'homme de fer, c'est un symbole pour moi. C'est un symbole parce que derrière d'homme de fer, il y a d'autres technologies énormes dont on n'en parle pas, peut-être un jour il faudra en parler, qui ont permis justement le développement de cette campagne qui a été au point de vue militaire un succès. Alors justement, on va en parler dans quelques instants. Ce sera la scène pour en parler. On va rediscuter de ces trêves à répétition qui n'étaient pas vraiment du goût des commentateurs israéliens. On en parle ce matin dans les journaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir ce qu'écrit ce matin Alex Fishman. Alex Fishman, c'est l'expert militaire du Yediot Ahronot. Et il a des mots durs ce matin pour fustiger ce matin donc la mollesse de Binyamin Netanyahou et de son gouvernement. Regardez plutôt ce qu'il écrit. Le Premier ministre nous avait promis une sécurité durable, mais ce qui est durable pour l'instant, ce qui dure, ce sont ces interminables discussions au Caire, tendues, presque à genoux. C'est tout un pays qui attend qu'une organisation terroriste daigne bien vouloir accepter une nouvelle trêve. Alors comment est-il possible que notre gouvernement, si mou et si confus, se laisse ainsi dicter le tempo par le Hamas? Voilà, donc il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alex Fishman ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et critique aussi Benjamin Netanyahou qui n'y est pas allé non plus avec le dos de la cuillère concernant William Shabazz, la commission de l'ONU qui compte enquêter sur les violations israéliennes au cours de cette opération. Un Premier ministre qui monte au créneau pour fustiger lui aussi ce matin donc, les travaux de cette enquête. Une commission qui, selon lui, n'a rien à faire en Israël. Déclaration donc, de Benjamin Netanyahou qui sont largement relayées ce matin par le quotidien qui lui est proche, Israël Hayom, le chef du gouvernement, qui a notamment appelé la commission à enquêter d'abord à Damas, à Bagdad et à Tripoli, plutôt que dans la bande de Gaza et au sein de la seule démocratie du Moyen-Orient. Voilà donc ce qu'a dit Binyamin Netanyahou de William Shabazz. William Shabazz qui est une nouvelle fois croqué ce matin par les caricaturistes israéliens. On commence avec ce dessin de presse de Guy Morad dans le Yediot. William Shabazz, vous le voyez confortablement installé dans son bureau avec cette petite photo souvenir de sa dernière rencontre avec Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, et Binyamin Netanyahou évidemment qui figure en vedette dans son bureau, Wanted, Binyamin Netanyahou, qui serait le plus recherché pour William Shabazz, l'homme politique le plus recherché. Vous avez dit que j'étais anti-israélien, moi, sauf que William Shabazz. Et puis cette seconde caricature, elle paraît ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Elle est signée Shlomo Cohen dans le grand boulevard du Proche-Orient. Voilà William Shabazz qui décide d'enquêter en Israël plutôt qu'en Syrie, à Homs, en Irak, sur le mont Sinjar, pour enquêter sur le massacre des Yézidis. Non, il préfère Israël. Et pourquoi chez vous, nous dit William Shabazz? C'est bien tout simplement parce que chez vous, voilà, il y a de la lumière. Voilà donc la réponse de William Shabazz. De quelle lumière parle-t-on? Des lumières peut-être. Question. Merci Cyril pour cette revue de la presse. Juste avant, David Harari, de parler de défense militaire stricto sensu, je voudrais simplement qu'on s'attarde sur ce que vient de mentionner Cyril et le fond du problème. C'est cette guerre asymétrique, ces nouveaux conflits entre une armée régulière et une guérilla urbaine. C'est ça véritablement le fond du problème et la difficulté de Tsahal. Alors justement, cette difficulté, en fait, nous la connaissions déjà. Nous l'avions déjà vue dans des campagnes précédentes et nous avons toujours travaillé justement pour pouvoir trouver des solutions. Et nous les avons trouvées. Nous les avons trouvés, il n'y a qu'à voir d'abord un premier résultat. Je n'aime pas parler de chiffres parce que ça ne veut rien dire, mais enfin, un dernier rapport nous dit qu'Israël a détruit 11 000 bâtiments d'habitation et 350 bâtiments publics. Alors si je compare avec les victimes qu'il y a eu à Gaza, vous pouvez imaginer donc quelque chose. Ça signifie en fait qu'il n'y a aucune proportion entre le nombre des victimes et les victimes. Ça montre quoi? Ça montre d'abord que c'était vraiment des frappes chirurgicales, comme on l'appelle dans le contexte militaire, que tous les effets, les dégâts collatéraux ont été diminués. Et effectivement, Israël, depuis plus de 20 ans, 30 ans, sachant que nous allons de plus en plus vers des conflits asymétriques, pour répéter ce que vous venez de dire, nous avons toujours cherché des solutions où justement nous pouvions limiter les dégâts sur les civils. Alors par exemple, très concrètement, comment ça s'explique ? Tout simplement, par exemple, quand nous demandons d'abord d'avoir le renseignement,
et ça a été un peu l'histoire du drone, mais d'autres systèmes de renseignement. Nous prenons des mesures pour avertir et surtout, nous avons toujours des frappes de précision. C'est-à-dire, nous avons développé en Israël des techniques de bombardement sur un point, sur un objectif bien précis. Et en plus de ça, on ne le sait pas, les charges explosives qui sont mises sur ces missiles sont des charges qui ont été étudiées pour que les effets et les déflagrations soient très limités dans la surface. Et c'est une technique... D'où ces images qu'on a vues avec, par exemple, ces immeubles où le 5e étage d'un immeuble de 10 étages a été bombardé, puis le reste reste intact. Exactement. C'est très, 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 très précis. Israël est très important. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'on pourrait remarquer dans cette campagne, qui montre justement la valeur de la technologie israélienne, c'est la cohésion et la coordination entre les trois armes. Entre la marine, les armées terrestres, les corps terrestres, la marine et l'aviation. C'est la première chose qu'on a vue. Il y a eu une cohésion. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe ou une mission qui est faite, il y a automatiquement une coordination. C'est remarquable. Ça montre une technologie qui s'est développée au cours de ces dernières années. Je ne connais pas bien sûr les technologies dans d'autres armées occidentales, mais nous devons être parmi les premiers, ou bien disons les 3 ou 4 premières armées au monde qui savent coordonner cette information. Ça, c'est très important. Alors, en plus de ça, on a parlé d'hommes de fer, c'est ce qu'on voit. Et c'est très bien. Mais il y a d'autres systèmes qui ont été développés justement pour pouvoir, ne fût-ce que par exemple des petits robots terrestres pour justement pouvoir, qui ont été développés parce que nous savions que nous devions avoir des problèmes avec les tunnels. Et il fallait donc les envoyer. Il y a d'autres systèmes qui ont été développés. Comment, par exemple, pouvoir bombarder à un point bien précis, rapidement, et détruire la missile. C'est une technique, ce sont des doctrines militaires, en plus des technologies qui ont été développées en Israël. Il faut comprendre aussi qu'Israël, malheureusement, à chaque campagne militaire, à chaque guerre militaire, est obligé de tirer des conclusions et se préparer pour une autre campagne. Avec la recherche notamment, et Cyril est venu nous en parler il y a quelques jours sur ce plateau, la recherche concernant l'identification, la localisation notamment des tunnels, il y a des avancées aussi à ce sujet. Il y a des avancées. Je pense que très bientôt on aura des moyens de pouvoir connaître où se trouvent réellement ces tunnels. Peu importe leur profondeur, peu importe leur construction, c'était ça aussi le souci. Plus le tunnel est profond dans la terre, et plus il est difficile de le trouver. Mais je pense que nos experts arriveront à trouver des solutions. Vous savez, il suffit de travailler sur ces choses-là et nous arrivons à trouver des solutions. Le problème, c'est que, évidemment, les budgets militaires sont limités. On parle maintenant énormément de budget et donc on est obligé de faire. Il y a des priorités. Le gros problème aussi d'Israël est autre chose. C'est qu'Israël doit se préparer à des guerres asymétriques ou des conflits asymétriques lorsque nous devons entrer à Gaza, mais nous devons aussi nous préparer à des conflits qui sont beaucoup plus, par exemple, de la région. Si, par exemple, il y a des problèmes en Syrie et même éventuellement en Iran. C'est ça, on en parlait. Donc nous sommes obligés de nous préparer toujours en Israël et technologie à plusieurs niveaux de conflit. Mais est-ce que finalement, ce dont on a parlé il y a quelques instants concernant le système dôme de fer ou ce système de défense anti-char avec cette espèce de, je ne saurais pas forcément bien l'expliquer, vous le ferez bien évidemment mieux que moi, de manteau autour des chars. C'est un manteau, il y a 2 manteaux en fait, comme si on parle de manteau. Il y a un manteau passif et un manteau actif. Le manteau passif permet justement à protéger le véhicule. Et à ce moment-là, le missile qui vient vers lui est détourné. Et le manteau actif, c'est non seulement il découvre qu'un missile est tiré vers lui, mais à ce moment-là, il envoie un missile qui abat le missile attaquant. Est-ce que du coup, ça ne donne pas l'impression que les recherches qui sont menées par Tsahal et tout ce budget, finalement, dont vous parliez il y a quelques instants, est placé pour la protection, autant des civils que des chars, que pour l'attaque, ce qu'on voyait ces dernières décennies dans les armées régulières. Si vous voulez, je ne suis pas un expert de la doctrine militaire, mais disons du point de vue technologique en tant qu'ingénieur, j'estime aujourd'hui qu'Israël investit énormément dans la protection du soldat, protection du civil, pour justement être beaucoup plus libre dans ses attaques.
Et c'est exactement ce qui se passe. On investit énormément dans la protection. Et à chaque fois, à chaque événement, on l'a fait. Si en 70, à la guerre de Kippour, on a voulu développer des moyens de renseignement avec les avions sans pilote, c'était justement pour avoir un renseignement qui nous permettait de protéger nos pilotes. Et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, par exemple, avec les technologies qui sont développées, on protège le soldat. Le soldat peut être protégé d'abord au point de vue habillement. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un développement technologique sur l'habillement du soldat remarquable. Seulement dans la protection du soldat. Et la même chose pour, bien sûr, des petites unités de combat, de combattants, etc. Donc, on investit, pour moi, on investit dans la protection d'une manière avec un P majuscule, et ceci nous permet d'être un peu plus libre et développer des techniques où l'attaque est beaucoup plus efficace. Ça vient contrebalancer un petit peu cette image d'armée toute puissante qui a souvent dans le monde avec Tsahal, la plus grande ou l'une des plus grandes armées du monde. Nous sommes une armée efficace, de qualité. Je n'aime pas utiliser les termes de superlatifs. Nous sommes les plus forts, les plus puissants. Ça ne veut rien dire, ça. Les prochains défis, vous qui êtes le papa des drones, les prochains défis sont tombés dans la science-fiction. On a souvent certaines images qui nous viennent. Écoutez, les prochaines choses, ce sera justement des moyens d'aider le soldat. Je ne dirais pas le Iron Man, mais enfin, il aura des techniques qui vont se développer. On étudie ces moyens-là pour lui faciliter justement et pour minimiser les pertes sur le terrain parce que nous aurons besoin toujours des forces terrestres, pas seulement des bombardements. Merci beaucoup, David Arend, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci donc pour ces précisions. On se quitte pour un tout nouveau journal. Juste après, on revient avec notre chronique Conso Tendance et puis on parlera aussi d'Internet. Comment cette trêve, ces dernières heures, ont été vécues par les internautes tant en Israël que dans la bande de Gaza. Restez avec nous. Ravi de vous retrouver sur i24 News, le plateau du Morning. Nous avons rejoint sur ce plateau Johan Waki. Bonjour. Rudy Saada, merci à vous deux d'être avec nous. Alors, je vous le disais, on va parler des réactions sur Internet et savoir un petit peu, Rudy, comment les internautes des deux côtés, en Israël et dans la bande de Gaza, ont vécu les dernières heures du cessez-le-feu et cette indécision, à savoir ce qui allait se passer à minuit, aux 12 coups de minuit hier. Alors, vous allez voir, on est loin du discours officiel du Hamas du côté des Gazaouis. L'envie de calme était quasi unanime, même chez les tweetos les plus engagés et habituellement virulents. On commence avec ce tweet de Belal Darbour. Il est médecin à Gaza et a énormément tweeté ce mois dernier. Il dit « Dans 5 heures, le cessez-le-feu sera terminé. Nos revendications sont simplement de vivre dans la dignité ou de mourir avec honneur, mais rien entre ces deux choses. » Alors, il y a aussi Ahmed, qui est tweetos francophone de Gaza, qui décrivait le retour à la vie, on ne le voit pas, mais il décrit le retour à la vie des Gazaouis. Il dit tout le monde finalement était content de sortir. J'espère que ce cessez-le-feu va continuer, avant d'ajouter dans un autre tweet en début de soirée qu'en Israël, les abris antimissiles avaient été rouverts et que les Israéliens avaient bien de la chance d'avoir des abris antimissiles. Alors du côté du compte officiel Al-Qassam, alors on a ressorti une information qui date maintenant, voilà, on la voit de mardi dernier. Alors c'était un pêcheur qui était sorti de la zone autorisée, qui avait été visé par des tirs de Tsahal. Le tweet ne mentionne pas la date de l'incident, qui était donc mardi, il y a 2 jours, et donc fait monter la pression quelques heures avant la fin du cessez-le-feu, comme une violation du cessez-le-feu. Alors, au côté israélien, on a réagi aux tirs de roquettes qui avaient repris dans la soirée, à peu près 2 heures avant la fin de ce cessez-le-feu, avec le désormais traditionnel Israël cease, Hamas fire, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots en anglais pour dire que Israël cesse et que le Hamas s'occupe de rallumer le feu. Alors, autre réaction israélienne, un peu lassée, celle d'Ouriel, qui dit « Bibi demande à Tsahal de répondre au message de paix du Hamas. Ça promet. » C'est une manière d'interpréter une nouvelle escalade possible de la violence. Alors, des ripostes qui ont été relayées par le désormais célèbre compte de la tweetos gazaoui Farah Biker, dont on parlait hier, qui, elle parle d'une bombe à l'est de Gaza. Et puis, à l'annonce du cessez-le-feu, atmosphère de confusion, Omar Graib lui
aussi, un blogueur très influent du côté de Gaza, se demande si c'est un cessez-le-feu de 72 heures ou définitif, et il dit ne plus comprendre ce qui se passe. Si on regarde tous ces tweets, on a vraiment une vision de ce que pensent aujourd'hui les Gazaouis. Et puis soulagement, on le voit là, on revient à Farah qui dit sa joie après la confirmation d'un cessez-le-feu de 120 heures. Vous noterez qu'on trouvait finalement peu de commentaires sur ce cessez-le-feu côté israélien, et même du côté des officiels qui ont très peu communiqué hier. Beaucoup de retenues, on l'a compris, côté israélien, beaucoup aussi d'attentes du côté de la bande de Gaza. Est-ce que, si l'on devait résumer ce mois, un peu plus, un mois et une semaine d'opération, vous avez le sentiment que malgré la confusion qui régnait à l'intérieur de la bande Gaza, les informations qui passent difficilement et le Hamas qui les contrôle et les censure étroitement, il y a une certaine liberté d'expression sur Twitter des Gazaouis, ou en tout cas leur espoir de trêve, il est relayé? Alors l'espoir de trêve, oui, l'espoir de vie normale, oui, l'espoir éventuellement de calme et donc de paix, il est relayé. Par contre, aucune critique sur le Hamas ne filtre sur Internet, et ils sont très bien conscients du danger. Seul petit canal qui peut éventuellement critiquer le Hamas, c'est le mouvement dont je vous parlais hier, Gaza Youth Press. On ne sait pas qui est la personne qui gère ce compte, ce compte Facebook, qui critique ouvertement le Hamas, mais là on voit que dans tous ces tweets, on reprend quand même la rhétorique du Hamas, et même si on souffre, on sent la souffrance des Gazaouis et leur exaspération par rapport à la politique du Hamas au quotidien, mais par contre, aucune critique directe n'est adressée, sachant le danger que ça peut représenter pour leur vie et la vie de leur famille. Allez, on va passer à un tout autre sujet. On parle de cette polémique autour de cette information selon laquelle 23 millions d'utilisateurs de Twitter seraient des robots. Oui, alors c'est une accusation lourde de conséquences économiquement, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais revenons sur cette polémique. Tout part d'un rapport trimestriel, on le voit, repéré par le magazine Quartz. Il affirme donc, vous l'avez dit, 23 millions de tweetos sont des utilisateurs robots, soit 8,5% au total des utilisateurs, c'est-à-dire des comptes automatiques avec derrière aucun être humain. Alors cette information a paniqué la direction de Twitter pour la simple et bonne raison que la fluctuation du nombre des abonnés a un impact direct sur le cours de l'action du réseau social de microblogging. Alors fin juillet par exemple, pour comprendre un petit peu le mécanisme, l'action Twitter a bénéficié d'une hausse de 20% après l'annonce de l'augmentation du nombre justement d'abonnés, 271 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit 6% de hausse par rapport au trimestre précédent, donc une hausse qui d'ailleurs était due au développement de Twitter en dehors des États-Unis, donc dans d'autres pays. Et du coup, vu les conséquences, j'imagine que la direction de Twitter n'a pas tardé à réagir. Oui, alors elle a été contactée par le site Slate.fr qui a mené son enquête, et elle explique que ces fameux 23 millions d'utilisateurs sont finalement ceux qui se connectent via une application tierce, c'est-à-dire une application qui n'est pas Twitter, mais juste pour recevoir des tweets sans pouvoir en publier, juste pour avoir les informations. C'est-à-dire que, en clair, ils sont quand même touchés par la pub de Twitter, et c'est ça qui est important. Alors ils existent, mais les robots, eux, existent, mais ils ne rentrent pas dans le compte des 271 millions d'utilisateurs. Donc les robots seraient à peu près 5% des comptes, et certains d'entre eux sont d'ailleurs même très populaires, comme le compte de Big Ben qui existe depuis 2009 et qui, nous dit Slate ce matin, donne juste l'heure, en fait, toutes les heures, en fait, sonne. Et Slate nous dit qu'il a plus de 440 000 followers, donc un compte robot extrêmement populaire, comme quoi, voilà, ce n'est pas que du négatif. Voilà, alors certains de ces comptes qui pourraient en tout cas avoir des conséquences dramatiques sur le cours de l'action Twitter. Exactement, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques parce que ça voudrait dire qu'une partie de la valeur estimée à la bourse de Twitter est fausse, et donc on pourrait réévaluer complètement la valeur du réseau social. D'où le fait d'avoir très vite rétabli une vérité. Après, les rumeurs sont de toute façon, influent de toute façon sur le cours de la bourse, que ce soit positivement ou négativement. C'est tout à fait courant. Allez, dans ce contexte tendu, vous nous offrez une petite pause, Rudy. Et vous allez nous raconter une belle histoire de doudou. Oui, une histoire comme on les aime sur Internet. Elle nous vient de la belle province. Dimanche dernier, drame au festival des Montgolfières de Saint-Jean. La petite Eliane perd son doudou. Nathalie, vous qui êtes maman, vous savez le drame que cela peut représenter. Alors, sa maman est
Evelyne pense alors à Facebook et décide de tester, je cite, la magie des réseaux sociaux. Elle poste cette image de sa fille en demandant donc de la partager le plus possible avec donc le doudou et le message de sa petite Eliane. Le message donc est partagé par les proches, puis par les plus grandes vedettes québécoises comme Véronique Cloutier, qui est une animatrice québécoise qui est extrêmement célèbre et qui a énormément de followers. Et au total, ce sont 189 000 utilisateurs de Facebook au Québec qui auront partagé la fameuse photo d'Evelyne. Et la fin de l'histoire, bien évidemment, vous la devinez. C'est une happy end. Eh oui, c'est une happy end. Forcément. Et évidemment, voilà, le doudou a bel et bien été retrouvé par donc 7 internautes. Donc il a fallu 5 jours en gros, ou un peu moins. Il a fallu 2 jours. Il a fallu 2 jours entre, je crois que ça a été retrouvé mardi, donc ça a été extrêmement rapide. Donc cet internaute l'a retrouvé, ce qui permet à la maman heureuse et soulagée de dire dans un message de remerciement, je peux maintenant confirmer que Facebook c'est vraiment magique. Ce sera donc. Et alors ça, du coup, ça peut faire monter l'action. Ouais, mais pour le coup, ça donne des idées sur l'utilisation de ces réseaux complètement il y a eu énormément ouais. d'exemples de chaînes de solidarité, et donc là, ça en fait partie. Et ben voilà, une jolie histoire, on en avait besoin. Aujourd'hui, autre jolie histoire, plus ou moins, vous nous parlez... Un peu plus grinçante. Un peu plus grinçante. Vous nous parlez de ce street artist, il fait le buzz sur le net, mais aussi dans le métro parisien. Oui, alors ça va vous rappeler des souvenirs, hein. C'est une initiative d'un street artiste bordelais. Il est connu sous le nom de ARDPG et il est installé depuis une dizaine d'années à Paris, donc il prend le métro habituellement, il expose dans des galeries, mais il a décidé de découvrir un tout nouveau terrain de jeu, le métro parisien. Alors son idée, c'est de détourner les autocollants informatifs de la RATP avec une petite pointe d'ironie. Alors ça a fait le tour du web. Regardez ces posts qui ont été relayés par le site Combini sur Instagram. Alors voilà, par exemple, sécurité, veuillez ne pas paraître trop joyeux dans les enceintes de la RATP, ou encore cette information sur le trafic, on va la voir en raison de je ne sais plus quoi, le trafic sera ralenti sur l'ensemble de la ligne, comme ça les gens sont prévenus. Ou encore, après la première et la seconde classe, voici la création d'un espace troisième classe dans le métro. Et puis on va terminer avec cette affichette qui ne manquera pas de vous énerver. Le métro précédent était à l'heure, lui, dommage. Voilà, de quoi nous faire rire. Et puis un point de mélancolie aussi, hein, une petite pointe de mélancolie face à ce métro que l'on... Mais retournez-y, vous allez voir, ça va pas vous manquer. Sûrement. Allez, je vous propose de parler énergie à présent, énergie propre en tout cas, dans toutes les parties de la planète et à des tarifs abordables. Eh bien, avec Zolaire. Zolaire, c'est une start-up qui ambitionne de proposer des systèmes d'alimentation électrique en dehors des traditionnels réseaux d'alimentation, y compris dans les zones les plus reculées. Regardez. C'est sur ce campus à Tel Aviv qu'une amitié a germé. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis allé un soir à Ramallah pour faire la fête et passer du bon temps. J'avais quelques amis là-bas et j'ai posté sur Facebook que j'étais à un bar et Sari a répondu « Quoi ? T'es là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable !» Vous savez, imaginez que vous êtes dans une classe à Tel Aviv avec des étudiants internationaux et vous ne pensez pas forcément que l'on se retrouve à Ramallah. C'est ça aussi qui m'a attiré, ma curiosité. C'est donc la curiosité qui a conduit Mark Rabin du Canada et Sari Taha de Jérusalem-Est à commencer une aventure, plus précisément une start-up. Après avoir terminé une année de MBA à l'université Technion de Haïfa, il lance Zolaire Energy, une société de micro-utilitaires qui fournira de l'énergie propre et hors réseau au monde en voie de développement. Le projet est ambitieux, le potentiel énorme puisque 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Un de nos clients peut aussi bien être un pêcheur indonésien ou, plus proche de ma région, un réfugié syrien d'un camp jordanien. Avec ces personnes, c'est plus difficile parce qu'ils ont eu de l'électricité avant. Les besoins en électricité sont des besoins essentiels. La pile à combustible Zolaire fonctionne. Voilà, on va parler de rencontres, d'échanges également. On continue dans cet esprit de coopération avec vous, Johan, et des relations humaines avec ces nouveaux services qui ont pour but de faciliter les rencontres. Exactement. Je vais vous parler d'une première application qui va résoudre un problème, puisque le but de cette application est de vous assister lors de vos conversations délicates ou importantes. Alors que ce soit un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous amoureux, qui n'a jamais rêvé de pouvoir être aidé en direct pour adapter la stratégie
qu'on peut monter dans notre argumentation, et ben c'est désormais possible. Il y a une oreillette. Et ben voilà, et ben alors, qui n'a jamais rêvé d'avoir une oreillette pendant un premier rendez-vous amoureux avec votre meilleur ami de l'autre côté? Et ben c'est désormais possible. Ça peut souvent être piège, quand même. Ça quoi? Ça peut souvent être piège. Ça peut être piège, en tout cas on peut avoir une indication d'une nouvelle direction à prendre, ça s'appelle Crowdpilot. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit en images, on se retrouve juste après. Crowdpilot is an app that lets you crowdsource your conversations. Bring along your friends or invite strangers to help you in any situation, like a date, a meeting, a family gathering, or just let them figure out what's going on. Your Crowdpilots listen in and give you live suggestions of what to do or say. Voilà, alors vous l'aurez compris, vous lancez la conversation sur votre téléphone portable et vos amis invités au moment où des étrangers peuvent intervenir pendant votre rendez-vous ou votre conversation pour vous dire comment ajuster, comment répondre. Alors c'est un peu de la triche, c'est sûr que ça va brouiller les stratégies de discussion, d'argumentation, on ne saura plus qui on a en face de nous, mais ça peut permettre de débloquer quelques situations. Alors une deuxième application, on reste toujours dans le domaine des rencontres amoureuses, ça s'appelle WingMe, c'est une application qui est au croisement de Tinder et de WhatsApp, c'est-à-dire que vous avez des profils de rencontres amoureuses comme dans un site de rencontres classique, sauf que vos meilleurs amis ont également droit de créer un compte qui lui est invisible, et ce compte ne sert qu'à trouver quelqu'un pour vous et à vous recommander cette personne. On dit souvent que nos meilleurs amis sont mieux placés que nous. Brouiller les pistes encore plus. Voilà, mais on dit souvent qu'ils ont plus de recul que nous pour trouver le bon profil, et ben c'est désormais possible grâce à cette application qui s'appelle donc WingMe. Troisième application, ça s'appelle Happen. Et alors là, Happen va vous permettre de retrouver le ou la belle inconnue que vous avez croisée dans la rue et que vous n'avez pas osé aborder. Comment ça marche ? Combien de fois c'est arrivé qu'on rencontre quelqu'un dans un bar et qu'au moment où on décide d'aller lui parler, plus personne. Et bien à partir de maintenant, il ne vous restera plus qu'à allumer l'application qui vous indiquera toutes les personnes que vous avez croisées durant les dernières 24 heures, à l'endroit où vous les avez croisées et à l'heure à laquelle vous avez croisé. Mais pour ça, il faut que l'autre personne soit aussi connectée ? Partons du principe que tout le monde a l'application, on se croise dans la rue, un quart d'heure après vous avoir croisé, je lance l'application et je sais où je vous ai croisé, j'ai accès à votre profil, je peux vous envoyer un message. Terminez les bouteilles à la mer pour retrouver Janine croisée dans le métro il y a 3 jours. Janine ou Robert. On lance Happen et on a accès à toutes les personnes qu'on a croisées ces dernières heures. Ça vous tente, Rudy ? Non, c'est assez effrayant, surtout c'est de savoir où on est, ce qu'on fait à n'importe quel moment, et donc c'est de donner vraiment une géolocalisation extrêmement finalement, pas forcément plus que ce qui existe déjà. C'est vrai, sauf que là c'est vraiment c'est volontaire, quoi. Retrouver Janine, ça c'est la version jolie de l'histoire. Par contre, se faire retrouver par quelqu'un qu'on n'a pas envie de revoir ou qui nous contacte, ça risque d'arriver. Et ça enlève un peu de naturel, non, à toutes ces relations. Et puis surtout, il y a d'autres applications pour éviter les gens qu'on n'a pas envie de voir. C'est vrai, il y a quelques mois, il y a eu cette application pour pouvoir slalomer dans une vie où on n'a pas envie de voir des gens, certaines personnes. En tout cas, c'est de nouvelles stratégies de relations qui vont complètement brouiller les choses. C'est certain. Complètement brouiller les choses, et puis toujours enlever ce naturel, enlever cette communication instinctive finalement entre les personnes et utiliser le biais des applications. Écoutez, avant Facebook, avant les réseaux sociaux, vous rencontriez quelqu'un en soirée, il fallait pas partir de la soirée sans le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de toute façon un moyen de se retrouver, donc ça change complètement la stratégie à mettre en place. On a moins peur, on y va moins en culot, on sait qu'il y a des chances qu'on le retrouve sur une application, sur un site internet ou quoi que ce soit. Bon, et ben voilà, Big Brother is watching you. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur A24 News à suivre un tout nouveau journal de la rédaction, internet également à 24news.tv. Excellente journée.